Alors, il y a des gens qu'on n'a pas entendus ce soir, comme Ouna ou Ingrid. Alors, les gens que je ne vois pas, qui n'ont pas mis de photos, qui se cachent. Diane, qui était présente visuellement la dernière fois, qu'on n'entend pas et qu'on ne voit pas, si tu veux te connecter, n'hésite pas. Je suis sûr que tu as des choses à dire, Diane, ce soir. Diane a deux questions, justement. J'aimerais bien qu'elle les pose. Bah, il faut qu'elle les pose. Alors, Diane, vas-y. Allez, activation, Diane. Elle n'est peut-être pas devant son ordinateur. Sinon, elle aurait déjà réagi. Elle n'est pas là, Diane. Non, je travaille toute la journée, je suis hyper fatiguée. Si je vous montre ma tête, vous allez être sûr que je ne suis pas un être humain. Donc, c'est pour vous ce soir. J'avais posé mes deux questions, comme tu avais dit, si j'avais bien compris, pardon, si je n'ai pas compris, que c'était plus un débat qu'une conférence, le format de ce soir. Et du coup, j'ai écrit, tu as dit, écrivez pour la troisième partie deux questions. Elles sont un peu généralistes, mais de manière subjective, je les trouve intéressantes. Donc, deux questions. La première, c'est suite donc au film que tu as créé, que moi j'ai vu, d'autres personnes aussi au Hayan, et l'interview que tu as fait sur Nurea TV. Première question, au niveau macro et généraliste, quels sont les retours que tu as eus? Positifs, Euh, étonnés, euh, enfin, je ne veux pas donner des adjectifs qualificatifs influençants, mais au niveau macro, c'est quoi les retours que Au tu as niveau eus? macro, c'est, j'ai envie de dire 100% de retours positifs. Il y a des personnes qui ont, j'ai eu des retours négatifs, mais c'est cette négativité. Alors après, quand je sais, non, c'est un peu idiot ce que je dis en fait, parce qu'il n'y a pas de. Non, vas-y, vas-y. Bah, non, parce que sur les gens qui ont vu le documentaire, c'est vrai que tous ceux qui sont revenus vers moi pour me faire des commentaires ont été en majeure partie positifs. Mais je ne peux pas te dire, en fait, dans la grande majorité, comment a été accueilli ce documentaire. Il aurait fallu Ok. pour ça que j'ai tous les retours positifs et négatifs. Mais j'ai eu une majorité de retours positifs parce que je pense que les gens qui ont vraiment été enchantés du documentaire veulent le dire et s'expriment en disant j'ai adoré, merci et tout. Donc c'est positif. Ceux qui sont sceptiques et qui disent ouais, bon, bah, ils ne voient pas l'intérêt de m'envoyer un mail pour me dire bon, bah, j'ai vu le documentaire, je ne sais pas trop, c'est un peu tiré par les cheveux et tout. Donc ceux-là, ils ne vont pas perdre leur temps pour m'envoyer un message pour me le dire. Et puis ceux qui n'ont pas du tout aimé ou qui n'adhèrent pas et qui sont en mode je rejette totalement et je vomis, comme j'ai pu le voir en de très rares occasions, comme je le précise, eux se manifestent. Mais bon, après, ils se manifestent, mais ils sont très minoritaires et souvent ils glanent une foule de, on va dire, d'énervés qui eux-mêmes n'ont pas vu le documentaire, mais qui s'en foutent parce qu'ils s'en remettent aux deux, trois personnes qui l'ont vu, qui disent que c'est de la merde, entre guillemets, ou que ce n'est pas vrai, ou que c'est une escroquerie. Donc ça compte pas vraiment. Donc je ne peux pas te dire. Moi, les retours que j'ai eus sont positifs, mais maintenant, sur l'échelle macro du nombre de visionnages, Ok. alors je ne peux pas te dire. Et ta deuxième question, du coup, c'était quoi? Non, je parlais vraiment des gens qui l'ont vu, mais ceux qui n'ont pas vu, forcément, c'est facile de juger sans voir. Ouais. Bon, on juge Bah, ceux qui l'ont, en ayant expérimenté ou vu. ceux qui l'ont vu, encore une fois, voilà, moi, je suis pas, ils m'ont pas écrit à tous un courriel pour me dire ce qu'ils en pensaient. La seule chose que je vois passer, c'est des commentaires qui sont positifs. Il y en a quelques-uns sur Vimeo. Je reçois quelques messages personnels par email, etc. Mais sinon, voilà, c'est des encouragements, des remerciements. Je pense que, encore une fois, comme je l'ai exprimé au début de cette conférence, comme l'a dit Fabien, le monteur de mon film L'autre terre des dieux, ce documentaire, c'est vrai, malgré moi, on va le dire, s'adresse à un public un peu initié, Oui, un pas peu aux averti, profanes, oui. un peu averti, voilà, Qui pas sait. profane du tout. Les initiés vont s'y retrouver en disant effectivement, ça me parle, c'est un beau témoignage, ça me fait plaisir, ça me conforte dans ce que je pense ou ça apporte une autre histoire dans ce que je ne connaissais pas, etc. Bon, ça nous enrichit. Et les gens qui sont profanes dans le sujet, mais alors qui n'y croient pas du tout, eh bien, ils rejettent ou ça ne les intéresse pas ou bon, bah, voilà, ils n'ont rien à en dire. Et quelque part, c'est un peu normal puisque ma démarche, quelque part, ben, elle est pas, il n'y a pas de, comme je l'ai dit au début, il n'y a pas de blouse blanche, il n'y a pas de scientifique, il n'y a pas d'investigation, Oui, non, il n'y a bien pas sûr. un enquêteur sur place qui essaie de savoir ce qu'elle dit vrai, à quelle heure vous avez vécu ça et machin, vous pouvez me montrer l'endroit, etc. Il n'y a pas assez d'éléments factuels pour construire un raisonnement ou un fondement sur ce documentaire. Voilà. C'est juste en fait un partage d'un témoignage et c'est vrai que pour le coup, c'est quelque chose qui touche vraiment l'averti, quoi. Donc, voilà. Ok, et ma deuxième question, justement, je n'ai pas fait exprès, mais je trouve qu'elle a un lien avec ce que tu as dit là dernièrement en disant que tu
ouvrais la parole en privé à des personnes ayant vécu des expériences spécifiques et que tu as un projet de faire donc un interview, reportage, film, je ne sais pas, mais de diffuser des témoignages spécifiques, ciblés, tu ne m'as pas encore dit quoi parce que justement tu ne veux pas influencer ton prochain, très bien. Et je trouve que ma deuxième question, en fait, relie ça, je n'ai pas fait exprès, tu me diras si je me trompe. Ma deuxième question, c'est as-tu eu des retours, encore une fois, du film Owayan et de ton passage sur l'interview Nuria, est-ce que cette fois-ci, en privé, Katimini, tu as eu des retours de personnes, d'êtres humains, te remontant des expériences similaires, analogues non? Aucune. Personne t'a contacté en privé en disant, voilà, ça m'a touché Non. parce que moi, j'ai vécu ça. C'est ça qui m'intéressait, tu vois. Non. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, plus qu'on ne le pense. D'ailleurs, toutes les personnes qui s'intéressent au phénomène OVNI, abduction, peu importe, ou des personnes qui sont dans le développement personnel, dans le coaching, dans toutes ces, on va dire, professions un peu émergentes, ou tous ces gens qui s'intéressent à ça sont des gens qui ont vécu quelque chose, qui ont été témoins ou qui vivent des choses. On a tous une histoire à raconter. Et moi, c'est l'histoire que certains ont vécue qui va m'intéresser. Tu vois ce que je veux dire? Mais Oui. je sais que parmi les gens qui ont apprécié le documentaire, je me doute qu'il y en a qui s'identifient quelque part, alors pas à Gry Vanessa, mais qui s'identifient à sa maman, à ce qu'elle a vécu. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui ont vécu des choses similaires. Peut-être pas avec des êtres de la description qu'on en Oui, fait. ou d'autres, hein, bien sûr. Bien sûr. Mais je pense que les personnes qui sont plus ouvertes sont des personnes qui ont été amenées à vivre des choses et qui peuvent le comprendre. Parce qu'on rentre dans une sorte de ressenti de compassion, de se dire ah, ça me parle parce que moi, j'ai vécu un truc comme ça. Ça me fait plaisir parce que je ne suis pas toute seule, où je me rends compte que, on le sait qu'on n'est plus tout seul. On sait qu'il y a des gens qui ont vécu des choses maintenant avec Internet. Mais dans les années 80, 90, avant l'Internet, Internet, je crois que c'est arrivé en 94, 95, je ne sais plus, on était tous à acheter le magazine Factor X, à regarder Mystère à la télé. Voilà, on n'avait pas Internet. Hein. On s'abreuvait des coupures de journaux comme Joe dans les journaux. Enfin, on était sur les ouvrages, les livres d'époque qui faisaient fureur, des Jimmy Dieu, des Robert Charroux, etc. Mais on n'avait pas, on n'entrait pas en contact aujourd'hui avec des gens qui, comme nous, avons vu ou vécu des choses. Donc, on se sentait très isolé quelque part. Et aujourd'hui, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, grâce à YouTube, grâce à ça, grâce à Zoom, grâce à Skype, grâce au smartphone, en fait, on est en contact instantanément avec une personne qui est au Pérou. C'est ce qui se passe avec Martina Mamani, avec Gry Vanessa, etc. Et ça, c'est ce qui fait que tout s'accélère, justement. Et aujourd'hui, les gens peuvent se retrouver là, comme ça, sur comme on le fait ce soir, parce que je sais que parmi vous, il y en a qui ont vécu des choses, je le sais, et on est capable de se comprendre. Parce qu'avant, quand il n'y avait pas tout ça, il y avait au début de l'Internet les forums. Il y avait des forums où on échangeait sur des pages dédiées aux ovnis, etc. Et on avait un pseudo et on balançait ce qu'on avait vécu, on partageait ce qu'on avait vu, etc. C'était le début où, waouh, c'était des portes qui s'ouvraient, on pouvait presque se toucher les uns les autres et se dire, waouh, on n'est pas tout seul, waouh, on a tous vu des choses, etc. Et d'ailleurs, l'émergence du phénomène, on va dire abduction vraiment, démocratisation de ce sujet, c'est pas forcément l'épisode des Hills, Barney et Betty Hills, c'est l'écriture du livre de Bud Hopkins qui s'appelle Apparition. Je crois que c'est ça, si je dis pas de contact. Apparition, où sur la couverture, c'est la première fois dans l'histoire de l'ufologie qu'on avait sur la couverture un être extraterrestre de type gris. D'accord? Et c'est à la publication de cet ouvrage, Apparition, je crois que c'est Apparition, si je ne dis pas des bêtises, ou Disparition, je ne sais plus c'est quoi, Bud Hopkins, la fameuse couverture connue, hein, vous le voyez avec un être un peu jaunâtre, etc., type gris, comme ça, qui fait un sourire. Eh bien, quand ce livre est sorti, et que des millions de personnes à travers le monde l'ont vu, parce qu'il a été traduit en plusieurs langues, eh bien, ça a été un choc terrible, parce que certains reconnaissaient des êtres qu'ils avaient identifiés, ou vus, ou observés. Et là, ils se disaient, merde, je pensais que je rêvais, je pensais que j'étais tout seul à avoir vu ce truc-là, je pensais que j'étais fou, j'étais folle, etc. Et je me rends compte que c'est un phénomène qui finalement est mondial. Et c'est là en fait que l'émergence du phénomène type gris a commencé à voir le jour. Et pas forcément avec les Hills. Parce que si vous reprenez l'histoire de Barney et Betty Hills, on est dans un témoignage, bon,
certes typique abduction, mais les croquis, les dessins qui sont faits des petits êtres ne sont pas des types gris. Alors, avec du recul, nous, on se dit, ah bah oui, c'est des petits gris. Mais si vous regardez bien les dessins, on n'est pas sur du petit gris vraiment comme on peut le voir dans d'autres aujourd'hui, dans d'autres témoignages, etc. Donc voilà, donc tout ça pour dire que les gens qui m'ont contacté, Diane, qui m'ont remercié, parce que c'est surtout des… Non, c'est pas celui-là, Sandrine. C'est pas Missing Time. C'est le tout premier de Bob Hopkins. Donc le premier, bon, je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà, c'est pas grave. Les gens qui t'ont contacté, c'était plutôt des remerciements que voilà, des témoignages. C'était pas des compléments pour me dire oh bravo, votre film est très bien, nanana, parce que le film en lui-même comporte plein de défauts. C'est-à-dire que c'est un témoignage pendant 50 minutes. Donc si tu t'intéresses pas au phénomène OVNI, tu te fais chier. On est d'accord. Il n'y a pas d'image extraordinaire où j'ai filmé à un moment un petit gris en train de sortir d'une maison, en train de courir dans la campagne. Il n'y a pas de ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce témoignage, c'est vraiment quelque chose qui est là, quoi, qui est au niveau du cœur, quoi. Et les personnes qui m'ont écrit pour me remercier et pas pour me complimenter, hein, eh bien c'est des personnes à qui ça a fait du bien parce que quelque part, je sentais dans leur retour qu'il y avait un vécu. Voilà. Et donc, je sais que ça parle aux gens. Voilà. Okay. Moi, je voudrais, si ça vous intéresse, revenir sur Rachi. J'ai fait mon enquête tout à l'heure, cet après-midi, sur 2 ou 3 trucs. Là. Donc, je vous livre ce que j'ai trouvé là. Sur Rachi, bon, ceux qui ont vu le film, nous sommes devant le fait que des gens disent avoir rencontré des êtres plutôt bizarres. Et donc tout tourne autour d'une rencontre de quelqu'un qui est descendu du ciel. Alors si on remonte à l'époque où les Espagnols sont arrivés au Pérou, il y a plein d'historiens qui ont essayé d'écrire l'histoire des Incas, l'histoire du Pérou. Et en ce qui concerne Rachi, les historiens de la conquête disent que ces ruines ont été érigées moitié 15e, bien sûr, par les Incas, par un Inca qui s'appelait Viracocha, qui avait pris le nom du dieu Viracocha. C'était le 8e Inca. Et il nous raconte qu'il aurait fait cela en souvenir d'un rêve ou d'une apparition d'un personnage, un personnage âgé, avec une longue barbe, vêtu d'une tunique flottante, qui tenait en laisse un étrange animal qu'ils ont appelé dragon. Ils disent que Viracocha a eu cette apparition lorsqu'il était jeune et qu'il gardait le bétail de son père, l'empereur Yahuahuacac, qui était le 7e empereur inca. Dans ce rêve, ce futur héritier aurait reçu un ordre divin pour exterminer les Chancas, une tribu que les Incas ont conquis et intégré dans leur empire. C'est ce qu'il fit. Ce qu'il a fait, d'ailleurs, c'est son fils qui a fini d'anéantir ce peuple. Et donc, il aurait bâti ce temple, le temple de Rachi, pour commémorer cet événement de sa rencontre avec Viracocha. Ce qu'on ne s'explique pas, c'est pourquoi il a fait là où il a fait. Puisqu'apparemment, là où il gardait le troupeau, ce n'était pas là. Et la bataille qu'il a menée contre les Chancas, ce n'était pas là non plus. Ensuite, nous avons aussi Garcilaso de la Vega, qu'on appelle El Inca Garcilaso de la Vega, qui était fils d'un père espagnol et d'une mère inca, qui lui a écrit une très grande histoire des Incas. D'après lui, dans ce temple, qui a existé donc, il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait un cube de porphyre noir sur lequel était placée l'image de ce mystérieux ancien qui était apparu à Viracocha. Et j'ai trouvé que de part et d'autre, il y avait deux espèces de cubes qui me rappellent les deux pierres dont on a parlé dans le film. Alors, on retrouve aussi par ailleurs que plusieurs légendes disent que ce temple fut érigé à l'honneur de Viracocha suite au fait qu'un homme, réalisant des miracles, fut apparu aux habitants du site. Les habitants l'auraient ignoré, lui auraient même lancé des pierres. Et il y eut une pluie de feu. Bon, là, on peut se relier au volcan Kinsachata qui est à côté. Il a pu y avoir une éruption que les gens
associé à cette légende. Mais toujours est-il que cette structure du temple d'Arachi est unique dans l'architecture inca. Elle n'apparaît nulle part ailleurs sur l'Empire inca. Que dire de plus? En 1960, une équipe espagnole fait des fouilles à Arachi. Et ils trouvent une tête de pierre et un corps. On ne sait pas si ça allait ensemble, mais la tête et le corps sont de même composition. On nous dit que ça pourrait être les restes de cette statue de Viracocha dont parle Garcilaso de la Vega. Je me suis mis en quête de retrouver tous ces deux morceaux et je les ai retrouvés cet après-midi. La tête, elle est actuellement au Musée des Amériques de Madrid. Ce sont les conquistadores qui l'ont amenée parce qu'en arrivant à Arachi, ils ont fait comme partout. Il y avait une statue qui était Viracocha. Ils ont voulu extirper ce qu'ils appellent les mauvaises croyances. Ils ont cassé la statue et elle était dans le sol. On a fait des fouilles en 1960. Des Espagnols, ils ont trouvé la tête et ils ont dû se partager ça avec le Pérou. La tête est actuellement au musée de Madrid, j'ai la photo. Et le corps, il est actuellement au musée Inca de Cusco. J'ai chopé les deux morceaux, je les ai collés ensemble. Je vais essayer de vous envoyer la photo si je peux en partage. Je voulais vous donner cette information parce que ça m'a fait penser à une chose. C'est super intéressant. Oui, ça m'a fait penser à une chose. C'est que déjà du temps des Incas, déjà on nous dit que les gens ont vu quelque chose là-bas. Qu'ils ont vu Viracocha, qu'ils ont vu un être étrange. C'est à se demander si ces apparitions à Arachi, elles ne sont pas là depuis des millénaires. Bah oui, c'est ce qu'on soulève dans le documentaire. D'ailleurs, c'est toi qui le dis avec le peuple de Viracocha, qui est venu civiliser les hommes, etc. Et que ça pourrait être justement un peuple venu du ciel et des étoiles. Ces informations que tu as trouvées, c'est sur les pages espagnoles, je pense, Joseph. Je vais tout envoyer. J'ai trouvé ça en finant un petit peu en espagnol. Oui. Je veux bien que tu m'envoies tout. Franchement, c'est super. Franchement, au top. Hein, bravo. Je vais essayer de vous partager la photo tout de suite. Je vais essayer. Hein. Alors, tu fais partage d'écran en bas. Alors, juste, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure. Je me suis trompé, donc mea culpa. Ce n'était pas Bud Hopkins, je confonds toujours les deux. En fait, la personne dont je parlais, vous le connaissez tous, c'est Whitley Strieber. Et le livre, ce n'est pas Apparition, mais Communion, pardon. Voilà, donc c'est à la sortie, à la publication de cet ouvrage, eh bien, que ça a fait l'effet d'un électrochoc à tout le monde, en fait, tous les gens qui avaient vécu ce genre de choses. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les années 80, fin des années 80, il y avait une émission sur Canal+ qui était passée un samedi, je m'en souviendrai tout le temps, qui s'appelait OVNI Thunder. Est-ce que ça vous dit quelque chose, OVNI Thunder? OVNI Thunder. C'est un jeu de mots en Love Me Thunder de Elvis Presley. Là, c'est OVNI Thunder. Et en fait, c'était une émission qui était dédiée au phénomène OVNI, abduction, etc. Ah, ok, super, Jo. Cool. Vous le voyez là? Ouais. Et donc, je t'ai coupé la parole. Non, c'est pas grave. Et du coup, je finis. Et du coup, c'était, on va dire, moi personnellement, la première fois que je voyais des représentations de petits gris. Voilà, j'en avais pas vu à la télé avant, mais quand j'ai vu ces personnages, ça m'a fait un choc en fait. Je pense un peu comme les gens qui ont découvert la couverture de Communion aux États-Unis. Alors, Jo, vas-y, on regarde. Oui, alors je vous commente la photo parce que quand on voit la tête du soi-disant, enfin, en tout cas, ça a été trouvé à Arachi, ça c'est sûr. Hein, c'est 100% sûr. Maintenant, est-ce que c'est la fameuse statue dont parlent les conquistadors, Garcilaso de la Vega qui était dans le temple? Je ne sais pas. Mais ce que j'ai trouvé aussi, c'est que quand Pachacutec a fait réaliser cette statue, il s'est, enfin pas Pachacutec, c'est Yahuar Huacac, c'est pas facile à prononcer. Quand cet empereur Inca a décidé de construire le temple et de mettre à l'intérieur la statue de la personne qu'il avait vue, il a réuni les meilleurs sculpteurs de l'époque et il leur a expliqué ce qu'il avait vu. Et ce que les sculpteurs arrivaient à lui reproduire ne lui convenait pas. Donc il a dit, la seule chose que je peux faire pour ne pas comment dire, porter atteinte à l'image de cette personne que j'ai vue, puisque vous n'arrivez pas à mettre son visage, le seul visage qui est digne d'être mis à sa place, c'est le mien, celui de l'empereur. Et donc le visage que vous voyez est un visage qui, avec
pour ceux qui connaissent la façon dont les empereurs incas avaient cette espèce de turban, ça correspond effectivement au turban, j'appelle ça un turban, là, au chapeau, avec un truc qui pend sur le côté. Ça, c'est un signe distinctif de l'empereur inca. Donc, le visage que nous voyons serait à ce moment-là le visage de l'empereur inca. D'accord, donc il ne s'agit pas du visage officiel de Non, potentiellement de parce que Viracocha. s'il faut, c'était un petit gris. Et puis bon, comme tu dis, il a fait faire ça quand il était grand. Ouais. Lui, il ne se rappelait pas tout à fait du visage. Et ce qu'il a expliqué aux sculpteurs, mais lui, il ne comprenait pas. Il ne savait pas le faire, le visage. D'accord. Donc, il a dit, arrêtez, on ne va pas faire n'importe quoi, ben, mettez le visage de l'empereur. D'accord, ok, d'accord. Intéressant. Ouais. Merci pour ce partage, en tout cas. Ouais. Ouais. Ok. Par contre, ce qui est intéressant également, c'est par rapport à la légende que Joseph vient de nous partager et qui me fait penser à ces inscriptions, ces espèces d'idéogrammes gravés dans la pierre que vous avez découvertes, où on voit une espèce de personnage penché. Alors, vous avez pensé à un bâton, moi aussi, mais ça pourrait être cette laisse éventuellement. C'est aussi à comparer avec ces inscriptions. Ça peut être intéressant. Enfin, moi, je ne vois pas de bâton, effectivement, Evelyne. Si, et il y a un maintenant bâton. Il y a un gars ouais, debout, mais maintenant qu'elle parle de laisse ou de trucs, c'est vrai que c'est plus, ouais, c'est bizarre, ouais. Ouais. On ne sait pas. Personnage qui tient quelque chose, donc une laisse, pourquoi pas. Revoyez ça avec un autre regard, peut-être ça peut Ouais. vous donner des indices. Après, c'est difficile, hein. Ouais, ouais. Si je peux intervenir, Diamond, par rapport à ta question de base. Pourquoi l'être humain mériterait-il d'être sauvé? C'était ça? Ouais, c'est ça. Vas-y, on continue. Bon, je pense que tu me reconnais par rapport à mes postes. Je vais me baser, entre guillemets, sur du concret. Et tu connais ce que je vais te dire. Quand on prend les tablettes sumériennes, bon, il y a eu plusieurs versions de Anton Park ou Sitching. Ouais. Mais, voilà, même Mauro Biglino qui dit la même chose par rapport à ses traductions à l'état brut et pas quand ça passe par la case du Vatican et ça n'a rien à voir avec ce qu'il a écrit et ce qu'il a compris. Tu ne crois pas que, je ne vais pas rentrer dans les détails avec Enki, Enlil, Gutsarg, que éventuellement on aurait pu être créé donc avec bon, l'ADN d'un primate plus évolué que les autres, avec leur mélange à eux d'ADN. Donc, à partir de là, pour être brut dans les propos, on est des OGM. Nous, on fait la même chose avec les animaux, avec les plantes, etc. Donc, est-ce que tu ne croirais pas que suite à cette éventuelle création que nous sommes, parce que même dans la Bible, on peut faire des traductions diverses ou autres, comme quoi on est en fait, comme on dit, mi-animal, mi-homme. On a un côté animal, un côté humain. Tu ne crois pas qu'à partir de là, en se basant dessus, qu'ils ont une responsabilité envers nous pour éviter qu'on s'autodétruise, si tu veux, entre guillemets, et qu'ils nous surveillent parce qu'aujourd'hui, on a la technologie pour s'autodétruire, où on a tellement ravagé la planète qu'on pourrait en pâtir dans quelques... Déjà, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a peut-être une copie de nous ailleurs. Voilà, on n'est pas unique, hein, l'être humain. Si l'être humain, on est ce qu'on est, mais l'être humain, il est peut-être ailleurs aussi. Il n'est peut-être pas que sur Terre. Donc, le fait que nous disparaissions ne veut pas dire que l'être humain disparaisse de l'univers entier ou peu importe. Bon, déjà, première chose. Deuxième chose, quand tu as des enfants, tu contribues et tu participes à leur éducation, tu suis leur évolution, tu les regardes, tu les instruis, tu leur partages ce que tu peux leur partager. Et après, en fait, ils sont livrés à eux-mêmes. Tes enfants, ils font ce qu'ils veulent. Ils font leur propre choix, ils ont le libre arbitre. S'il y en a un qui veut braquer une banque et faire des conneries et puis se retrouver en tôle,
quelque part, tu auras beau dire ou faire, je veux dire, tu ne pourras pas l'empêcher de faire ce qu'il a désiré de faire. Et tu ne pourras pas l'enfermer non plus, l'empêcher de s'exprimer. Et si c'est son dessein de foirer sa vie, ben, tu ne pourras rien y faire, malheureusement. Voilà, tu ne pourras que le conseiller ou intervenir à des moments clés de son évolution pour lui donner les bons outils afin de lui laisser la porte ouverte au meilleur choix qui soit pour son avenir et pour la planète, si j'ai envie de dire. Mais quelque part, si tu es le père de ton enfant et que tu lui as donné vie, bah, tu n'as pas le droit de lui interdire à faire ses propres choix. Prends une flèche et un arc. Le parent, c'est l'arc qui va donner l'inertie. La flèche, c'est l'enfant, en fait. Tu vises une direction, mais après, il y a plein de facteurs pour savoir où cette flèche est indépendante. Elle part au gré du vent et puis elle atterrira là où elle atterrira. Ce ne sont pas des critères qui me semblent être suffisants pour qu'une race stellaire plus évoluée nous sauve, en fait. Pour moi, je ne vois pas où on mérite d'être sauvé à ce niveau-là. Bah, mondialement, puisque c'est pas individuellement, c'est que là, on est quand même mondialement en danger. Moi, le libre arbitre que tu parles, personnellement, je pense que, enfin, je sais pas que j'y crois pas, c'est qu'il est limité, parce que si on voit des apparitions à travers le monde avec des témoignages identiques sur des gens qui se connaissent pas, c'est qu'on est entre guillemets surveillé. Voilà. Et bon, après, c'est mon idée. Et après, bon, on peut faire des similitudes sur la série Stargate parce qu'ils ont fait des recherches dans ce sens-là par rapport à toutes nos recherches communes. Et on peut parler aussi éventuellement d'un ADN qu'on aurait, qui pourrait éventuellement sauver une autre race. Comme il y a un épisode, c'est ça, quand Jack O'Neill, en fait, il rencontre Thor. Il lui explique que voilà, on est le cinquième peuple, entre guillemets, qui peut éventuellement évoluer, mais qu'ils ont besoin de nous parce qu'eux se répliquent énormément et qu'ils perdent une qualité au niveau de l'ADN et qui sont en danger à cause de ça. Après, là, on part dans la science-fiction, on part dans la spéculation, ça peut être tout et n'importe quoi. Sûr, ça tient pas la route dans le sens où il vaut mieux se limiter, enfin, je dis pas fermer son champ de possibilités, parce que en fait, à cette allure-là, on peut l'ouvrir à 360 et puis tout imaginer. Non, en fait, on peut tout imaginer. On peut se dire qu'on est juste une expérience, comme disait, c'est qui disait qu'on était, c'est Dominique peut-être, voilà, Dominique. Effectivement, si ça se trouve, on est juste une réserve. Tu vois, regarde aujourd'hui, on parvient à cloner de la viande humaine. On clone des bras, on clone des mains, etc., qui vont pouvoir servir à faire des greffes. On fait du clonage, pas du clonage, mais on cultive, si je puis dire, des cellules épidermiques, etc., dans le but d'avoir des pièces de rechange. Peut-être que c'est déjà même plus élaboré et avancé qu'on ne le pense. Peut-être que seuls des gens extrêmement richissimes, des millionnaires, peuvent se permettre d'avoir un bras de rechange, ou je ne sais pas. Il y a récemment eu cette expérience dont je ne sais pas ce qu'elle a donné, de ce savant un peu dingo qui voulait greffer la tête d'un homme qui était paraplégique sur un autre corps. Vous avez entendu parler de cette expérience ? Elle devait arriver et se produire l'année dernière déjà, ou il y a 2 ans. Je vous parle de quelque chose, on en a parlé dans les journaux, sur les réseaux sociaux, il y a eu pas mal d'articles là-dessus. Le mec est paraplégique, il y a eu un documentaire, une vidéo qui a été faite là-dessus. Le mec, en gros, a dit oui à la science. De toute façon, j'ai plus rien à perdre. Il est dans un fauteuil roulant comme Stephen Hawking avec sa paille, etc. Et quelqu'un est venu lui dire, voilà, on peut prendre ta tête et la mettre sur un autre corps. Est-ce que tu acceptes de faire l'expérience ? Le mec a dit oui tout de suite. Donc, je ne sais pas si cette expérience a été menée. Je n'ai pas eu de feedback. Je pense qu'à mon avis, l'issue, si elle a eu lieu, cette expérience n'a pas été positive. Sinon, le mec, on entendrait encore parler de lui aujourd'hui. Donc, je pense à mon avis, ça n'a pas dû bien se passer ou alors l'expérience n'a pas été menée. Mais en tous les cas, peut-être que l'être humain est la planète Terre, dans ce cas-là, voilà, c'est une réserve je sais pas, de matière organique, biologique, que ce soit du tissu humain, que ce soit du végétal, du minéral ou peu importe. Je veux dire, c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui sont abductés, parce que quelque part, on prélève des cellules souches ou des choses comme ça pour aller peut-être corriger des versions d'essais ailleurs ou peut-être pour améliorer d'autres versions.
Non, mais là, le truc, c'est qu'on peut tout imaginer. Et là, on part dans tout et n'importe, enfin, pas tout et n'importe quoi, parce que c'est pas n'importe quoi, parce que si ça se trouve, la réalité va peut-être au-delà de la fiction de ce que tu peux décrire, Greg. Mais le problème, c'est que là, on peut pas avoir de recul pour se prononcer, quoi. Voilà. Bon, avant que tu t'endormes, Ona, je vais te donner la parole. C'est moi qui fais là. Ona, je te pose la question, voilà, tu rencontres un stellaire demain, alors il faut que tu branches ton micro, tu rencontres un stellaire qui te dit, voilà, convainc-moi de sauver l'espèce humaine. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Ah, t'as pas mis ton micro. Je pars du principe qu'on est des âmes ici, faits pour évoluer vers l'amour et que bon, ben, il faut continuer, que ça se continue cette expérience pour les âmes. Voilà, on peut peut-être le faire sur d'autres mondes, d'accord. Mais pour l'instant, on a commencé dans ce cycle sur la Terre. C'est pas d'aujourd'hui, je pense qu'on est sur cette Terre. Voilà, c'est pas la première vie. Bon, bah alors moi. On va terminer peut-être un cycle. Et comme on dirait, on serait peut-être revenu en ce moment justement pour récolter un petit peu tout ce qu'on a déjà vécu dans d'autres vies. Donc, ça serait vraiment dommage qu'aujourd'hui, ça s'arrête comme ça, alors que… Bah, je suis un stellaire. Il y a une évolution qui peut se faire aussi, voilà, dans l'amour, tout simplement, puisqu'on est des êtres d'amour. Bon, alors, mettons que le stellaire te dise, peut-être que ton expérience en tant qu'âme, c'est de mourir. Et que l'humanité finisse par… que tout le monde meurt. Enfin, de toute façon, on est tous amenés à mourir. Donc, quelque part, ton expérience de l'âme, tu l'as fait aussi dans la vie comme dans la mort. Hein. Donc, voilà. Il n'y a pas de critère qui fasse que on ait envie de sauver l'être humain, en fait. Là, si j'allume la télévision, qu'est-ce que je vois aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on voit? On voit des guerres, on voit des gens qui sont liés dans la majorité, ça continue, et puis on n'en parle pas, c'est la mort silencieuse. Hein. Voilà, et je me dis, mais dis donc, les espèces les plus les humains les plus intelligents parmi tout cela ne daignent pas, on va dire, aider les plus dans le besoin, etc. Je vois qu'on est en train de tout défoncer et tout. Je n'ai pas encore la réponse à l'argument qui fait que je me dis, putain, oui, en fait, l'être humain, peut-être qu'il faut qu'on le sauve, tu vois. Alors, je vais te répondre, moi, ce que j'en pense. Je pense qu'on est encore dans une fin de patriarcat. Donc, toutes ces violences et toutes ces guerres, ça ne vient pas souvent des femmes. Et il y a eu la Lémurie qui était plus basée plutôt sur le féminin. Après, on a eu, bien sûr, l'Atlantide. Moi, ça, c'est mon… qui était plus basé sur tout ce qui était technique, donc plus yang, plus masculin. Et aujourd'hui, c'est comme si voilà, on se retrouve avec ça, où la femme doit vraiment… L'homme aussi doit s'éveiller vers son féminin. Et c'est pour ça que je te dis, les âmes, elles sont là, c'est pas d'aujourd'hui, et qu'il y a une évolution qui se fait, et que ce serait dommage que ça s'arrête maintenant, justement. J'aurais envie de faire disparaître les hommes, alors moi. Si on était dans un monde, j'aurais envie de faire disparaître l'homme. Finalement, si on était dans un monde où il n'y a que des femmes, ça serait peut-être mieux, non, pas du tout, pas du tout. Puisque quand je te parle de l'homme et de la femme, je te parle aussi du principe féminin et masculin en chaque. Que la femme retrouve son masculin et que l'homme retrouve son féminin et qu'il y a un équilibre. Voilà ce qu'il y a. Donc, ça serait vraiment dommage qu'au bout de tant de temps qu'on est sur cette terre, que ça se termine comme ça. Justement, ce virus est là et regarde, tout le monde s'éveille. On est bien d'accord, ça fait réfléchir pas mal de choses. Pas tout le monde, mais beaucoup, beaucoup. Ça, on n'aurait jamais pu le penser. Alors, je suis d'accord avec toi que de toute façon, on l'a tous constaté que depuis 2-3 ans, peut-être un peu plus pour certains, mais là, il y a une accélération. Effectivement, on a de plus en plus de gens qui tendent vers un changement de vie. Voilà. Les gens veulent revenir à des bases plus saines. Ils veulent revenir à avoir le potager, manger sainement. On veut se détacher un peu du système, vivre normalement. Le confinement a permis à des gens de vivre, de lire, de ne penser à rien, d'écrire, de jouer de la musique, de se retrouver, etc. Ça, c'est le bon côté du confinement qui a permis, je pense, à beaucoup de gens de peut-être remettre en question leur place dans le système et sur Terre. Donc ça, c'est le bon truc, effectivement. Et ce n'est pas que le Covid, c'est avant le Covid. Le Covid a permis de révéler à certains leur propre nature, à savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire de mon avenir maintenant, quoi. Est-ce que j'ai envie de retourner à la vie que j'avais avant, être dans un bureau et puis me faire chier et puis travailler pour
pour nourrir finalement un système, etc., alimenter quelque chose qui ne me correspond pas, qui ne contribue pas au bien-être de cette planète, hein, ou est-ce que j'ai envie de faire autre chose? Voilà, bon, effectivement, il y a une ouverture de conscience, mais ce n'est pas cette ouverture de conscience qui fait qu'on va pouvoir se sauver de nous-mêmes. Et ce n'est pas non plus cette ouverture de conscience qui fait que l'être humain mérite finalement d'être sauvé. Ça se trouve, c'est terrible ce que je vais vous dire là, mais imaginez que le meilleur de l'être humain ait déjà été sauvé et que restent ceux qui sont pas… C'est très dur pour la fierté et l'ego parce qu'on se dit que finalement, on est des belles personnes et qu'on… Mais mettons qu'on ne rentre pas dans les critères de cet être qu'on aimerait être, etc., on a tous des défauts, etc. Et je me dis, eux, je ne vais pas les sauver parce que même s'ils ont plein de bonnes intentions, etc., eh bien, je sais qu'ils ne seront pas compatibles, on va dire, pour vivre ensemble sur une autre planète ou je ne sais pas. Enfin, je dis ça, mais bon. Ça me ramène au film Prédiction à la fin. Il est terrible, ce film. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Il est terrible. Et déjà, bon, ça reprend l'image, l'allégorie de Enoch. Quand Enoch, il y a ces êtres, ces stellaires qui viennent et qui viennent lui apporter qui viennent le prévenir, le mettre en garde que justement l'homme arrive à la fin, etc. Et qu'il y en a qui vont être sauvés et pas d'autres, etc. Bon. Et à la fin, c'est terrible de voir ces êtres représentés par une sorte d'image archangélique, si je puis dire, puisqu'ils ont des sortes de semblants d'ailes, etc. Bon, peu importe. Qu'emportent les enfants du protagoniste, Nicolas Cage. Et puis, l'enfant dit à son père, ils ne peuvent pas t'emmener, il n'y a que moi, quoi. Pourtant, Nicolas Cage nous paraît super sympa dans le film, c'est un scientifique. On sent que c'est un homme de science qui peut contribuer à un avenir meilleur, etc. Machin et tout. Mais non, ils prennent que les enfants, ils prennent que les gens innocents avec lesquels ils savent qu'ils vont pouvoir faire un nouveau monde. Et d'ailleurs, on a cette image à la fin de l'Éden, cette allégorie à l'Éden avec Adam et Ève qui sont transportés ailleurs que sur Terre. On les met dans ce nouveau jardin. On voit cet arbre immense qui ressemble au fruit de l'arbre de la connaissance. Il y a ce lapin qu'elle tient, un petit lapin blanc qui représente la pureté, l'innocence, etc., pour montrer qu'on a pris les gens les plus innocents et que c'est avec l'innocence qu'on va pouvoir reconstruire un monde meilleur, etc. Un monde meilleur et innocent tel qu'il était avant la perversion d'Ève par le reptile, etc., puisqu'ils étaient complètement naïfs, etc. Bon. Après, on peut voir plein de choses. Mais bon, voilà, bon, c'est… Voilà. Moi, je suis plutôt de me dire, voilà, il faut qu'on mérite d'être sauvé, mais la meilleure façon d'être sauvé, c'est de se sauver soi-même. Comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Si l'être humain est capable de se sauver, je pense qu'on aura une aide. Mais si on est capable de se sauver, et je ne sais pas si tous les gens ont envie de se sauver, ou même au fond d'eux ont envie d'être sauvés, quoi. Mais je vais quand même te dire. Ça tient le truc là. Ça marche, ça remarche. Bon. Oui. Non, mais c'est pas grave. Oui, à demain. Attends. C'est bon, il a fini, Jo. Joseph, qu'est-ce qu'il fait? Allô? Ah, pardon, vous m'entendez là? Ouais, on a tout entendu. Non, ça fait une heure que j'essaie de faire fonctionner ma caméra, j'y arrive pas, ça me rend fou. Il n'y a rien à faire. Hein. Non, il n'y a rien à faire. Tu quittes la conversation et tu la relances, Jo. Tu te reconnais. Non, mais j'ai quitté 10 fois la conversation. Non, mais je ne sais pas. Bon. Alors, je sais pas. Je suis en train d'enregistrer la Oui, alors c'est moi je t'ai mis co-animateur. En fait, c'est pour ça que ça enregistre de ton côté aussi. Ouais. Parce que je me suis dit qu'en étant co-animateur, peut-être tu aurais plus d'accès pour cette caméra. Mais il faut que j'aille où pour voir si ça marche là? Il faut que j'aille dans les paramètres là? À côté du micro, normalement, tu as la vidéo. Est-ce que tu l'as rayée ou elle est en fonction ou pas? Elle est rayée. Elle est rayée. Ah, mais il faut cliquer dessus. Ouais, mais quand je clique, il me dit que c'est impossible de démarrer la vidéo. Ah, ben alors là, il y a un souci. Alors moi, j'ai tout essayé. Je t'ai mis démarrer la vidéo. Mais pourtant, je suis en train d'enregistrer. Voilà. Alors attends, je remets de démarrer la vidéo. Essaie de cliquer maintenant. Non, mais je ne peux pas. J'ai tout essayé. Vraiment, je suis désolée. Bon, ça ne fait rien, c'est pas grave. Il n'y a pas moyen. Pas grave. Vous avez le son, c'est l'essentiel. L'image. Moi, je vais vous donner mon ressenti, puis après, je pense qu'on pourra arrêter peut-être la conférence, sauf si vous avez envie de prendre la parole ou vous avez encore des choses à dire. C'est complètement dingue, en fait, le raisonnement que j'ai, et peut-être que vous n'allez pas adhérer. C'est l'hypothèse, en fait, que je soulève dans mon 3e tome Origine, où justement, j'essaye de trouver le point positif à l'être humain pour justement lui donner sa chance. Et c'est pour ça que j'ai aussi entrepris ce voyage autour du monde,
parce que je n'avais pas le recul sur l'être humain. Je me disais, est-ce que l'être humain, dans mon roman, j'ai envie qu'il survive ou j'ai envie qu'il ne survive pas, quoi. Qu'est-ce qui pourrait me… Voilà, j'ai envie d'être convaincu en fait qu'on mérite une chance en fait de vivre. Et en fait, enfin, pas l'hypothèse, mais la réflexion que je me suis faite par rapport à l'être humain, c'est qu'il y a certaines bactéries, on va dire, qui peuvent nous paraître néfastes et qui sont, on va dire, un peu mauvaises, comme des sortes de… Vous savez, dans notre corps, nous, en tant qu'être humain, on a énormément de cellules, de bactéries qui sont mauvaises, mais qui contribuent à stimuler notre organisme, on va dire, dans les défenses immunitaires de notre organisme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, si on n'avait pas de virus en nous, si on n'avait aucune bactérie en nous, bah, en fait, le moindre truc, on mourrait, en fait. On mourrait. Là, j'attrape un rhume, je suis mort demain, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que depuis que je suis né, que mon corps, on va dire, est rempli de bactéries, de virus, etc., que je peux survivre parce que j'ai un système immunitaire qui répond, on va dire, à ces bactéries. Donc finalement, si on part du principe que ce qu'il y a à une échelle micro est aussi à une échelle macro, voilà, je me dis que la planète Terre, c'est un organisme vivant. Son âme, c'est l'addition, la masse de toutes les âmes de la planète Terre. Son énergie, c'est la masse de toutes les énergies de la planète Terre, qu'elle inclut le minéral, le végétal ou peu importe. Quand bien, bon, pour ceux qui croient à tout ce qui est énergie, etc. D'accord? Eh bien, cette planète, si on la voit comme une sorte d'entité, et d'ailleurs, c'est une entité pour énormément de cultures. Au Pérou, c'est la Pachamama. Dans d'autres cultures, c'est Gaïa. Diane, on avait eu cette discussion d'ailleurs, je crois, par téléphone une fois. Voilà, et je la redis, du coup, je la partage. L'être humain, en fait, finalement, est un organisme, une bactérie de la planète Terre qui n'est pas positive pour la planète Terre, dans le sens où on est en train de la vider de son pétrole, on pollue ses océans, on est un cancer. On est un cancer, comme dans Matrix, l'être humain est un cancer. Désolé, il n'a pas sa place dans un organisme. Donc l'être humain est une sorte de parasite, quelque part. Mais est-ce que ce parasite qu'est l'être humain ne contribue pas à fortifier ou forger les défenses immunitaires de la planète Terre pour l'après? C'est-à-dire que peut-être qu'avec nous, eh bien, elle est en train de se forger des sacrées défenses et que si elle arrive à, on va dire, à passer l'être humain, passer cette maladie qu'on peut être, c'est hyper dur à entendre de se dire pourtant on est des êtres humains, on est rempli d'amour, je veux dire, on est capable d'aimer, on est capable de bâtir, sculpter, faire de la musique, on est capable d'être en contact avec l'univers, de répondre à l'univers, on est l'univers nous-mêmes entier, on a de l'univers en nous, enfin, c'est complètement… C'est un peu paradoxal de se dire qu'on peut être une sorte de bactérie, mais quelque part, peut-être que la planète Terre a besoin de bactéries, on va dire aussi nocives qu'elles puissent être, pour survivre. Voilà, c'est complètement dingue de se dire que finalement, c'est grâce à quelque chose de négatif qu'elle peut survivre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on se conforte à se dire que en polluant, finalement, c'est pas plus mal, etc. Non, mais l'être humain, ce qu'il est en fait, pas ce qu'il produit ou les effets qu'il produit, mais ce qu'il est en fait. Peut-être que justement, on est cette bactérie et qu'on contribue à la défense immunitaire, aux productions d'anticorps de la planète Terre, pour peut-être une phase qui viendra après l'humain. Je ne sais pas. Enfin, j'en sais rien, quoi. Voilà, donc c'est la réflexion que je m'étais fait avec… donc j'avais partagé avec Diane, parce que c'est en fait finalement le dénouement de mon roman, mon 3e tome, pour que l'être humain, on va dire, ait une seconde chance, ou ait sa chance tout simplement. Et puis on verra si l'avenir nous dit… l'avenir nous donne raison ou pas. De toute façon, c'est simple. Par rapport là où on en est aujourd'hui, les êtres stellaires, où qu'ils soient, qui qu'ils soient, peu importe la race, etc., on est en observation et depuis de très longtemps, de toute façon. Et là, je pense qu'on arrive à un moment où… Alors, nous, ça nous paraît peut-être encore loin, et pour eux, non. Mais je pense que sur les 50 prochaines années, c'est décisif. On le sait tous, c'est décisif. Pour l'écologie, pour les écosystèmes, pour notre conscience, notre développement, notre élévation, notre spiritualité, notre ascension intérieure, etc., 50 années, ce n'est pas plus. Et imaginez que là, aujourd'hui, vous avez des gens dans votre entourage, des enfants, des jeunes gens, qui vont vivre ces 50 prochaines années. Parce que vous avez des petits-enfants, ou alors un frère ou une sœur, etc., qui, dans 50 ans, sera encore là. Ou pas, peut-être, je ne sais pas, mais qui a l'âge d'être encore là quand on va arriver on va dire, au point de non-retour. Enfin, on a dépassé le point de non-retour, mais on ne sait pas vers quel retour on va, justement. Un retour vers
quelque chose de plus positif, un retour aux sources, un retour au respect de la Pachamama, un retour à l'humain, à l'entraide, à l'écoute, un retour sur soi-même, une sorte de se recentrer sur nous-mêmes, s'écouter, etc. Ou un retour finalement vers le néant, quoi, parce qu'on vient du néant et on retournera vers le néant n'importe comment. Donc, vers quel retour on veut aller et où on ira. Les 50 prochaines années nous le diront, et ça, c'est sûr. Et je serai peut-être pas en vie, ou peut-être que je serai encore en vie quand ça se produira. Certains d'entre nous ne le seront plus, ça c'est sûr. Dans 50 ans, beaucoup ne seront plus là. Et puis d'ailleurs, je ne souhaite pas à ce que certains d'entre nous soient encore en vie dans 50 ans, parce que je ne sais pas franchement dans quelles conditions on le sera encore. Je ne pense pas que l'objectif de la médecine soit au contraire, ça c'est faux. L'objectif de la médecine n'est pas de maintenir l'être humain, de préserver sa santé. L'objectif de la médecine est de soigner l'être humain et pas de le rendre immortel et de le soigner, puisque les soins à l'être humain font partie d'un système économique et financier qui font tourner, on va dire, une économie mondiale. Donc le but, c'est pas de sauver de l'humain, c'est d'en soigner l'humain. Tout ce qu'on veut, c'est que l'humain il vive le plus longtemps possible, mais qu'il soit malade. On ne veut pas que l'humain il vive. Enfin, attention, je parle de cette, on va dire, de ces lobbies qui nous contrôlent. C'est plus ça en fait ce qu'ils veulent. Donc, on l'a vu avec l'épisode Covid-19, on a des solutions, voilà, mais on préfère investir dans des vaccins qui ne sont pas bons, mais qui vont nous rendre malades, etc. Bon, c'est un autre débat, peu importe. Mais bon, voilà, on ne sera plus là dans 50 ans, je pense, pour voir, mais on le verra de toute façon. Peu importe où on sera, on le verra. On le verra. Et on saura si on avait raison ou pas. Moi, par rapport à ce que tu viens de dire, quand tu parles qu'on est entre guillemets en stand-by, on va dire jusqu'aux prochaines 50 années, ça me fait penser à une chose, je pense que tu as certainement, et puis d'autres personnes ont certainement déjà entendu les prédictions de Chico Xavier, qui effectivement, dans ses propos, nous disait que, alors je ne me rappelle plus exactement la date, mais il me semble bien que c'était le 12 juillet 2019. Voilà, où c'est qu'on était entre guillemets en attente à partir de cette date-là, et que si l'être humain ne déclenche pas justement une fameuse troisième guerre mondiale, comme il en avait déjà déclenché 2 qui avaient fait énormément de victimes, que les êtres justement galactiques, on va dire ça comme ça, nous donnaient un petit peu la chance de pouvoir évoluer et de ne pas stopper un peu l'humanité comme ça a pu être fait sur d'autres générations, on va dire. Voilà. Est-ce que enfin, ouais, mon avis, est-ce que je pense que, à mon sens, s'il n'y a rien eu depuis, on est passé à un stade où c'est qu'on a fait je vais pas dire on a fait nos preuves parce que c'est pas vraiment le terme des preuves, puisqu'on a fait plein de conneries quand même, il faut pas s'en cacher, mais on n'a pas déclenché cette fameuse troisième guerre mondiale. Il y a beaucoup plus de monde qui commence à s'éveiller. Et est-ce que le fait justement qu'on ait ça, est-ce qu'on n'est pas entre guillemets un petit peu appuyé ou même aidé pour pouvoir continuer cette évolution et cet éveil? Donc ce qui va se faire, il ne va pas se faire du jour au lendemain, c'est certain. Déjà là, on voit que ça commence à bouger pas mal. L'histoire du Covid a fait aussi en sorte que l'humanité a pu un peu s'arrêter, stopper, revoir les choses différemment, comme tu disais tout à l'heure. On a pu se mettre à relire, se mettre à danser, à faire de la musique, à réécrire. Depuis avoir une vie complètement de dingue, où c'est que c'est métro, boulot, dodo constamment, où c'est qu'on ne prend plus le temps de prendre soin de soi, quoi. Et justement, à mon sens, maintenant j'espère que je ne me trompe pas et que c'est vraiment mon sentiment et puis ma volonté, c'est que l'être humain justement commence à s'éveiller de plus en plus. Certes, on va mettre le temps à le faire. Moi, je pense, pour ma part, je pense qu'il faut compter entre 10, une bonne dizaine d'années, ou entre 10 et 15 ans pour qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui s'éveillent. Et grâce à ça, justement, on pourra construire quelque chose de nouveau. Et c'est à ce moment-là, peut-être qu'on aura ce qu'on appelle les fameux contacts qu'on voudrait tous dans ce groupe-là, par exemple, mais que beaucoup de personnes ne sont pas forcément prêtes à entendre ou à voir. De peur peut-être, ou parce qu'ils ne sont pas suffisamment évolués, mais je pense qu'on tire dans ce sens-là. Je ne sais pas ce que toi tu en penses, ou d'autres personnes, mais c'est un peu, enfin c'est mon ressenti, c'est surtout une conviction que j'aimerais, enfin que j'ai, et que j'aimerais qu'elle se Peut-être que, comme j'en parlais avec Diane la semaine dernière par téléphone,
je disais, parce que j'ai une amie qui m'a appelé là, il y a la semaine dernière, justement, et que je n'avais pas eu depuis 7-8 ans au téléphone. Elle m'appelle comme ça un jour, la semaine dernière. On était au lycée ensemble. Et elle me dit bon, qu'elle suit ce que je fais, etc., qu'elle trouve ça cool, machin et tout. Et elle me sort son point de vue sur la question, alors que je n'avais rien demandé. Mais vraiment un discours très, très, très éveillé. Vraiment, pour le coup, très… wow, je ne m'attendais pas à ça venant d'elle, vraiment. Et elle me dit, et si jamais ce qu'on était en train de faire là maintenant, cet éveil qu'on avait, que les gens avaient, c'était dans le but, si on croit à la réincarnation, de vivre une vie après, ailleurs, mais de se retrouver tous au même endroit, c'est-à-dire ces gens qui aspirent aux mêmes visions de la vie que nous, en fait, tout simplement. Regardez, la planète Terre, on est… autant il peut y avoir de l'amour dans cette pièce, autant dans trois apparts plus loin, il peut y avoir un homme qui trucide sa femme ou qui se livre aux pires exactions qui soient sur un enfant, ou peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? L'amour côtoie la barbarie, les extrêmes se côtoient. On croise des fois des gens dans la rue de différentes cultures, différentes ethnies, peu importe, où on n'a rien de commun avec ces gens, en fait. Par exemple, vous êtes en train de marcher dans la rue, vous voyez une poubelle, vous allez jeter vos trucs à la poubelle et puis vous allez avoir une personne en face de vous qui va jeter un sac entier de McDo ou de kebab par terre dans la rue. Et quand vous allez lui dire « mais pourquoi tu fais ça ?» il va dire bah, pourquoi pas. Enfin, il est sur un autre monde en fait, il est sur notre planète. Il y a des gens qui sont sur Terre et qu'on côtoie, qui sont mais sur une autre, dans un autre truc, quoi. Ça n'a rien à voir avec nous. On a l'impression d'être des mondes différents qui sont… On a l'impression d'être des mondes en collision, pour reprendre le roman Emmanuel Velikovsky, qui n'a strictement rien à voir, mais plus en termes de description, de connotation, de forme littéraire, on est des mondes en collision, en fait. On est toujours en conflit d'opinions, d'idées, on bondit, on se sent même des fois, parfois agressé par ce qu'on voit ou ce qu'on entend. On se dit, mais comment c'est possible de vivre sur une planète avec des gens qui pensent comme ça, on va jamais s'en sortir, etc. Et puis, moi, je veux dire… moi, aux yeux de quelqu'un d'autre, je suis pareil, je suis peut-être une personne méprisable qui ne contribuera pas à construire un monde meilleur, dans la vision du monde meilleur que certains auront. Vous voyez, je veux dire, le capitaliste qui voit des gens comme nous, il vous dira, mais on ne va pas construire un monde meilleur avec vous, on va construire un monde de bohème, de machin, vous allez vivre à faire de la musique en slip, en feuille d'Ève dans votre champ, mais on va jamais construire un monde meilleur avec vous, parce que pour eux, la vision du monde meilleur, c'est un monde où la technologie est au service de l'humain, c'est un monde où on vit plus longtemps, c'est un monde où on vit dans un certain confort, etc. Bon, vous voyez, on a tous une vision du monde idéal, mais tous ces mondes en collision sont complètement séparés, sont complètement mais scindés les uns des autres. Parfois, c'est Mars et Jupiter, c'est la Lune, le Soleil et la Lune, bon bref. Et si jamais, en fait, on était en train de s'éveiller, ou plutôt on se trouvait nous-mêmes en tant qu'éveillés, en se disant, tiens, bah, moi, j'aspire à un monde comme ci ou comme ça, et puis je rencontre quelqu'un, je suis amené à rencontrer quelqu'un qui pense comme moi, ah bah moi aussi, je veux un monde comme ça, etc. On se rassemble, et puis on rencontre d'autres gens, puis on fait des conférences, et puis on achète un terrain ensemble, on cultive ensemble, etc. On développe une communauté ensemble, on développe des idées, on a quelque chose qui se fertilise dans notre esprit, qui prend vie, etc. Et peut-être que finalement, tout ça, c'est pour un après, finalement, peut-être pour une incarnation ailleurs, dans un autre monde. On va finalement se retrouver enfin dans un monde, sur une planète, où on n'a que des gens comme nous, qui voient comme nous, qui pensent comme nous, et que tous ceux qui sont dans le matériel, le confort, la tuerie, le sexe, le divertissement, enfin, les gens voilà, qui sont on va dire, lourds, vous voyez ce que je veux dire, bah, finalement, ils vont se retrouver tous entre eux, quelque part, sur une planète où ils vont pouvoir saccager, faire ce qu'ils veulent, à sucer des cailloux parce qu'ils n'auront plus rien à bouffer, ils ont en 20 ans exploité toutes les ressources de leur planète. Ils seront peut-être dans une planète qui ressemblera à une planète plein de feu, plein de volcans, parce qu'il y aura plein d'émanations de soufre, je ne sais pas, enfin, je pars dans des délires comme ça. Mais peut-être que finalement, ce qu'on est en train de vivre là, ce n'est pas pour maintenant et c'est pour après, finalement. C'est peut-être que cet éveil, c'est pour après, c'est faire le tri, tout simplement. C'est faire le tri, savoir vers qui on veut aller, vers quoi on veut aller. On choisit, en fait. On est en train de choisir maintenant ce qu'on veut être. Pour peut-être après. C'est une idée. Soyons dans l'idée, dans les hypothèses. Mais, en fin de compte, c'est surtout pour l'évolution des âmes, c'est tout. Oui. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir ça. Bah oui. Voilà. Et puis, de mort, il n'y en a pas de mort. On va ailleurs, c'est tout. Voilà. Donc, on va à la maison. Et après, on repart ailleurs. Et après, on retourne. Mais
Mais en tant qu'âme, on Et n'est on plus un être s'adapte humain. à mesure. Je suis d'accord, mais on n'est plus des êtres humains. À partir du moment où on aura quitté ce monde, on ne sera plus des êtres humains, on sera des âmes en fait. Hein, voilà. Oui, mais après, l'âme doit continuer. Donc, ça dépend où elle retournera. Voilà. Ça Donc, dépendra si ce on qu'elle aura part. besoin d'expérimenter. Voilà. Donc, est-ce que finalement l'être humain, physiquement, a besoin d'être sauvé? Est-ce que finalement je suis une race stellaire? Est-ce que finalement j'ai envie d'aider l'être humain? Ça ne va pas l'aider finalement. Puisque Je l'aider à pense, quoi? Tu vois ce et que je veux dire? oui, si. La planète Terre est tellement dure que c'est une très, très bonne école, comme on dit. Hein. Pour l'âme, elle évolue. Hein. Ah Voilà. si, il n'y a pas plus... c'est très compliqué de vivre ici. Donc, c'est une très bonne école. Je pense que pour l'instant, on doit continuer encore, même si c'est dur. Ah Après, non, tu mais as raison, on ira ça peut-être dépend pas de ailleurs. nous là. On ne Hein. sait pas ce qui va se passer. On ne sait Oui. pas. Ça dépend Voilà. plus de nous. Ça dépend. Enfin, si, ça dépend de nous. Mais là, je veux dire, les dés en sont jetés presque. Hein. Je veux dire, voilà On quoi. sait On jamais. verra. On verra. On ne sait pas. J'aurais aimé également intervenir sur ce que vous avez partagé. En fait, au cours de l'histoire de l'humanité, il y a eu combien d'épisodes d'épidémie? Et nous sommes encore là. Et comme disait également Olivier, et je suis partisane de ce qu'il a partagé, c'est qu'il faut voir aussi le positif dans le futur, parce que de tout temps à jamais, il y a eu des épidémies qui sont souvent suite à un engrenage des changements climatiques que l'on observe et qui ont contribué à certains effondrements de civilisation que l'on retrouve un peu partout, et ce depuis la préhistoire et puis peut-être bien avant. Et donc, de ces épidémies, on a toujours su grandir malgré les pertes qui ont été malheureusement là, mais l'homme a toujours su continuer son chemin, évoluer, et sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Et ils ont pu rebondir et faire face à des cataclysmes puisqu'on est encore là aujourd'hui et on doit leur rendre hommage et rendre hommage à nos anciens pour tout ce qu'ils ont vécu et la force qu'ils ont eue de faire face à tout ce qu'ils ont vécu. Et que, en fait, moi, voilà, j'espère que justement, c'est à nouveau une épreuve, peut-être un nettoyage de la mère nature, parce que justement, on est très nombreux et qu'en même pas 6 mois, on écroule toutes nos réserves. Donc, il y a quelque chose à comprendre, à glaner. Comme tu dis, Démiane, c'est vrai qu'on est des tumeurs sur cette planète et que quelque part, voilà, il y a tout ça à comprendre, mais que je ne pense pas qu'il y ait un arrêt là. Il y aura à nouveau des civilisations, comme ce fut le cas par exemple au Moyen-Âge, où ils ont été quand même impactés de plusieurs grandes épidémies, et qu'on voit survenir la Renaissance, un âge d'or après, une renaissance de quelque chose d'extraordinaire. Donc bon, voilà. Écoute, si on n'a Ouais. pas, si on n'a pas fait exploser la planète dans un scénario catastrophe à la Terminator en s'en mettant plein la tronche avec des ogives nucléaires, peut-être que la Terre a une chance de s'en sortir. Je dis bien peut-être, d'accord? Mais voilà, après, on n'est pas à l'abri. Il ne faut pas le croire, on a quand même des tarés qui nous gouvernent. Tous les gens qui gouvernent tous les pays de ce monde sont des gens qui ne sont pas sains d'esprit. Il faut dire ce qui est quand même. Hein. C'est des gens dangereux. Donc, des gens de pouvoir, des gens d'ego. Voilà, s'il y en a un qui décide d'appuyer sur le bouton rouge et l'autre aussi, bon, bah, je veux dire, bon, l'être humain, je m'en fous, on n'est pas éternel, mais bon, après, c'est la planète qui prend derrière. Donc, si la planète se transforme comme la planète Mars et finit comme un caillou complètement desséché, sans atmosphère ni rien et tout, bah, ça sera dommage, quoi. Et c'est là en soi que je pense que s'il y a des stellaires, chose que je pense, ils essaieront au moins de sauver ou de préserver cette planète. Parce que cette planète a plus de valeur que nous. Nous, l'être humain, n'avons aucune... Enfin, je ne sais pas qu'on n'a aucune valeur, mais la planète Terre renferme beaucoup plus de vie et de richesse que l'être humain. Si tu enlèves l'être humain, tu enlèves les 7 milliards d'êtres humains sur Terre, il y reste des milliards et des milliards et des milliards d'organismes vivants, d'êtres vivants, d'animaux, de peu importe quoi. Les plantes sont vivantes en elles-mêmes, donc de toute façon c'est une vie aussi. Hein, les insectes, tout bon. Voilà. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport, moi ce que je parlais par rapport à Chico Xavier, la fameuse date limite, où c'est que si on ne faisait pas les cons, entre guillemets, on pouvait être aidé. Et du fait qu'on n'ait pas fait les cons, les stellaires viennent nous aider et nous permettent justement de faire, enfin, c'est pas qu'ils nous permettent, mais ils feront attention à ce qu'on n'utilise pas justement cette petite bombe nucléaire qu'on a fait, et puis qu'il n'y ait pas un taré ou plusieurs tarés qui appuient sur le bouton, quoi. Moi, enfin,
disons que j'espère ça, peut-être que je me trompe, hein, comme tu dis, hein, de toute façon, que si on n'a plus d'êtres humains sur la Terre, ça l'empêchera pas de Oui, vivre. mais Par contre, si on a des tarés qui appuient vraiment sur leur bouton et puis qu'on fait sauter des bombes nucléaires à gogo sur la planète, je pense que c'est à ce moment-là que, comme tu le disais, les stellaires vont intervenir et puis nous préserver, entre guillemets, voilà. non. Alors Alors, oui et non. Alors oui, ils interviennent. Pour moi, c'est vrai que dans ton scénario, c'est là qu'ils interviendraient, oui, mais pas pour nous préserver, mais pour préserver, comme je le pense, la planète Terre. Parce que oui, finalement, s'ils voulaient préserver l'être humain, à chaque fois, ils interviendraient. Regarde, ils interviendraient, par exemple, quand il y a des guerres, quand il y a des, voilà, il y a des famines, il y a des gens qui meurent, il y a des gens et des innocents qui meurent de faim, par exemple. Qu'est-ce qui empêcherait ces stellaires de descendre sur Terre et d'apporter à manger à ces gens, de leur donner quelque chose, de les soigner, etc. Tu vois. Donc, je pense que je suis s'ils d'accord. intervenaient sur, justement, on est dans le scénario où là, ça y est, c'est la fin, on a appuyé sur le bouton, que ça part et qu'on va se faire sauter la tronche, je pense qu'ils pourraient intervenir. Je dis bien, ils pourraient. Après, je ne sais pas, hein. Mais dans leur intérêt et pas dans le nôtre, justement. Parce que si c'était dans notre intérêt, si l'intérêt c'était de nous aider, de nous préserver, eh bien, ça fait longtemps qu'il y aurait déjà des choses qui se sont… Alors, peut-être que ça existe, mais qu'on ne le voit pas, mais il y a peut-être beaucoup de choses qui n'existeraient plus aujourd'hui, comme la famine, comme les matières fossiles, etc. Et puis, d'un côté, les complotistes à 1000%, parce que j'estime que sur une échelle de complotistes, je dois être sur une échelle de 10, je dois être à 5 ou 6, tu vois, à mon avis. Mais ceux qui sont à l'échelle 10,5 voire 12, je pense qu'eux te diront que ces stellaires ont essayé de nous prévenir, que certains ont essayé d'avertir l'humanité, mais que d'autres races extraterrestres sont intervenues parce que ce qui les intéresse, c'est les ressources, les échanges, etc. Bon, après, il y a plein de choses qu'on peut lire sur Internet. Voilà, bon, c'est difficile de faire le tri. Donc, voilà, moi, je pense que les stellaires, leur intérêt, c'est pas l'être humain. Voilà, c'est tout. C'est pas l'être humain. C'est mon avis, en fait. Après, ils s'intéressent à l'être humain, comme on s'intéresserait à un sujet d'étude, etc. Mais ce n'est pas la raison principale du fait de leur présence. Je ne pense pas. Je pense pas. Je voudrais également revenir sur ce site de Rakchi. Il est près d'un volcan, et je crois même deux. En tout cas, il y a le Kinshasa. Je crois que voilà, c'est ça. Ouais. Et, Chakata. voilà, ce qui est étrange, c'est qu'en général, c'est fréquent qu'on observe des observations d'ovnis ou de vaisseaux qui rentrent dans les volcans et qui ressortent. Donc voilà, c'était juste une constatation et c'est quand même étrange que ces êtres viennent sur ce lieu-là, qu'ils y reviennent. Qu'est-ce qu'ils y cherchent? Peut-être cette fameuse pierre noire, à savoir, ou quoi, on n'en a aucune idée, mais en tout cas, constatation, il y a quand même ces volcans à proximité également. Donc voilà, je voulais souligner ça. Je voulais rebondir aussi sur ce que tu as dit sur les famines. Et malheureusement, comment laisser à l'heure actuelle encore ces pays en sous-développement, en souffrance, alors qu'on a les moyens de faire quelque chose. Donc pour moi, cette famine est organisée dans un esprit de pouvoir et de contrôle. Et ça, il faut arriver à libérer ça, parce que c'est plus possible à l'heure actuelle qu'il y ait des pays qui jettent autant et que d'autres meurent encore à ce jour de faim, non pas d'eau, alors qu'il y a des océans comme sur le continent africain, ils marchent sur des océans d'eau douce et rien n'est fait pour les exploiter. Et ça, c'est une honte à l'heure actuelle. Ça, je m'insurge pour tout ça. Que peut-on faire, nous, à petite échelle, pour pouvoir changer ce monde-là? Mais il est temps de faire quelque chose. Parce que comment peut-on laisser des gens souffrir à l'heure actuelle comme ça? Depuis que je suis née, je m'insurge sur tout ça. Mais que peut-on faire quand on est unique? Mais il arrive un moment où c'est plus acceptable, c'est plus possible. On a le choix dans ce qu'on consomme, dans ce qu'on fait, mais c'est vrai qu'il y a des choses où on se sent impuissant. Alors moi, je me sens aussi impuissant. On se sent tous impuissants quand on voit des États qui se remettent à chasser la baleine, par exemple. On se dit putain, mais il faut arrêter. Enfin, on sait que c'est des espèces qui sont en voie d'extinction. Il n'y en a plus beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on continue de les chasser, soi-disant pour leur graisse ou pour la bouffe? Enfin, il y a des choses, c'est plus possible. On se sent impuissant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je n'ai pas la réponse, en fait. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. De la sensibilisation, de l'information, de la réinformation, en parler autour de nous.
donner son argent à des fondations, des associations qui luttent sur le terrain, pourquoi pas, mais on a perdu aussi confiance en certaines associations parce que moi, je reçois tous les jours plein de mails de PETA France, pour signer des pétitions pour les animaux, pour sauver des espèces, des gorilles, des machins, des trucs. Tous les jours, j'en signe tous les jours presque, tous les 2 jours. Et on me demande à chaque fois, on me fait un appel au don, on me demande 1 euro, 2 euros, 5, 10, 20 euros, combien vous voulez donner. Et en fait, on est tellement sollicité aussi sur une démarche financière qu'on perd un peu, on va dire, ouais, on se dit, mais en fait, non, parce qu'on va donner de l'argent. Pourquoi? Est-ce que cet argent, il va être bien investi ou quoi? On ne sait pas, en fait. Et en même temps, tout est fait aujourd'hui pour nous faire culpabiliser de ce qui est en train de se produire. Tous les États, les gouvernements font culpabiliser les petites gens, les gens comme nous, les esclaves de ce système, pour nous faire culpabiliser. L'écologie, c'est nous, c'est à cause de nous. Si vous recyclez pas, c'est votre faute, voyez. Et en même temps, ils produisent du plastique et du plastique et du plastique en masse. Ils n'arrêtent pas. C'est incroyable cette folie du plastique. Ça n'en finit plus. Et en même temps, c'est notre problème. C'est nous le problème. On incrimine le consommateur. Ah, mais c'est ta faute. Eh ben, ton truc en plastique, il faut le recycler. Ah, ben, faut que tu achètes bio. Ah, faut que tu achètes des gobelets en carton, etc., etc. Et en fait, on est sur un tapis roulant où on essaie de nager à contre-courant. En fait, c'est complètement insensé, quoi. Par principe, je pense qu'on est tous. Après, je ne juge pas, je m'en fous. Mais je pense que par principe, on essaye tous de recycler quand on peut ou quand on le fait, on recycle. On a tous la poubelle jaune, etc. pour certains, etc. Et en même temps, on se dit que en fait, ça ne sert à rien. C'est ça le pire, en fait. On le sait au fond de nous que ça ne sert à rien. On le fait par acquis de conscience. Mais quand on recycle, on pense recycler, qu'on jette les ordures dans les bons trucs de tri, etc., c'est envoyé dans des pays comme la Malaisie, en fait, dans des décharges à plein air. On ne résout pas le problème, on le déplace, en fait. Et pour nous, notre conscience de consommateur, se dire « j'ai fait les choses à mon niveau, voilà, bon… j'essaye de faire à mon niveau ». Il faut faire les choses à son niveau. C'est mieux de les faire que de ne pas les faire. C'est l'histoire du colibri qui essaye d'éteindre l'incendie et goutte par goutte. Voilà. Si on est plein à faire ça, tant mieux. Mais le problème, c'est qu'on ne va pas se mentir, on le fait par acquis de conscience parce qu'on sait que quelque part, on déplace le problème, mais on ne le résout pas. Parce que le problème, ce n'est pas le consommateur qui achète, parce que si vous regardez tout ce que vous achetez, vous ne pouvez pas échapper au plastique. Moi, mon téléphone, mon smartphone, je l'ai acheté en 2017. D'accord ? Il a 3 ans. Je trouve ça anormal de devoir le changer. Mais il ne fonctionne plus. Je suis obligé je n'ai pas à jour les applications parce que sinon ça le défonce. Il ne fonctionne plus. Ça fait 3 ans. Donc il y a un moment, je veux dire, on est pris un peu en otage en fait. J'ai l'impression. Vous voyez ce que je veux dire ? Et la seule solution qu'on aurait là aujourd'hui, si on veut changer les choses, c'est de tout arrêter. C'est-à-dire l'ordinateur, je le ferme parce que je contribue on va dire aux mines en Afrique, à ce problème d'écologie, à ces enfants qui travaillent dans les mines, à la misère. Je contribue à ça avec l'ordinateur. Le micro, pareil. Les écouteurs, pareil. Mon pull fabriqué en Inde, pareil. En fait, il faut tout arrêter, tout simplement. Il faut aller vivre dans une ferme ou en pleine nature à poil comme Adam et Ève. En fait, c'est ça. Voilà. Si vous voulez être utile à la planète, l'idée, c'est de plus consommer, c'est de plus rien faire en fait. Et c'est là où je me dis finalement, en fait, pour faire du bien à la planète, faut pas être là, faut pas exister, tout simplement. Ouais, on est là, on est dans une société de surconsommation. Non, mais même de consommation tout court, c'est le problème en fait. Ouais, mais surconsommation, on veut toujours plus. Et c'est vraiment l'offre et la demande. Si on arrête de consommer tel ou tel produit, ils vont arrêter de le produire. Mais bon, après, il faut une conscience que tout le monde doit avoir et que tout le monde n'a pas forcément. Comme tu disais, pour les smartphones, c'est vraiment de la consommation. Les smartphones, ils sont plus ou moins étudiés pour durer 2 ans, 3 ans maximum. Après, il faut les changer, comme tu dis, dans le temps. Quand je dis dans le temps, moi, je n'ai pas forcément connu, mais je prends l'exemple des voitures. Des voitures, c'est pareil, on est tellement dans l'électronique, dans tout ça, qu'une voiture, à un moment donné, ça tombe en panne. Dans le temps, ils faisaient des bagnoles. Tu arrives à les réparer facilement, c'était du costaud, ça tenait la route, c'était fait pour durer. Alors que maintenant, c'est pas fait pour durer, c'est fait pour qu'au bout de 2 ans, ça se pète, ça se casse et que tu puisses plus l'utiliser. Pourquoi ? Pour que tu rachètes à nouveau, ainsi de suite. C'est vraiment ça, c'est l'appel et la demande, quoi.
Donc, on est d'accord que même si moi, j'ai beau lutter et me dire je ne renouvellerai pas mon smartphone et tout, etc. Là, je suis obligé de capituler parce que le problème, c'est qu'on est en train de tout dématérialiser. Hein, les impôts, maintenant, on vous impose à faire votre déclaration d'impôt sur Internet. Regardez ce qui se passe avec les médecins avec le Covid. C'était des séances, il fallait avoir Internet. Les enfants qui ne pouvaient pas aller à l'école devaient avoir un ordinateur pour suivre les cours sur Internet. Donc, tu es obligé aujourd'hui, par foyer, d'avoir au moins un smartphone ou un ordinateur portable. Tu ne peux pas vivre sans. Justifier la 5G. Et puis là, oui, la 5G, tout ça, tout ce qui nous arrive. Justifier la 5G alors qu'elle n'est Voilà. pas nécessaire, mais c'est comme ça qu'ils s'y prennent en fait. C'est comme ça qu'ils s'y prennent pour justifier la 5G. Au fur et à mesure que je t'entendais parler, je voudrais rebondir sur ce que tu disais justement, le fait que j'ai vraiment le sentiment qu'on est dans l'infantilisation de l'humanité de toute façon, parce que c'est une poignée d'êtres humains qui mène cette humanité à sa perte quand même, hein, parce qu'on est conduit par une poignée d'êtres humains, et c'est là où je pense qu'il va vraiment falloir qu'on se réveille. Et en l'occurrence, c'est un petit peu comme un enfant qu'on maltraite. Moi, j'avais expliqué ça dans les lives. C'est la notion du père abusif, en fait. Cette notion des gouvernants qui sont dans l'abus de pouvoir, en fait, dans l'abus de pouvoir et dans la manipulation. Donc, un enfant qui, quelque part, qui est abusé, un enfant qui est maltraité, il va toujours culpabiliser, il va toujours penser que c'est lui le vilain. Et c'est lui qui prend la charge, en réalité. Et c'est vraiment dans cette humanité-là qu'on est, en fait. Ouais. C'est vraiment cet enfant-là qu'il faut soigner. Nous tous, en fait, chacun notre être intérieur, et se réveiller. Et de toute façon, on va être obligé de renverser ses pouvoirs, en fait. Et descendre dans la rue. Voilà. On est dans le schéma du parent qui fait culpabiliser l'enfant. Donc, il faut arrêter d'être des enfants, d'accord ? Il faut grandir. Hein. Voilà. Il faut arrêter d'attendre une aide extérieure du ciel, d'accord ? Parce que quand tu as quitté on va dire, le côté parental, où justement ta référence à ton monde, c'était ton père et ta mère, eux-mêmes étaient en position de te dire ce qui était bien et ce qui n'était pas bien, c'est eux qui ont fait ton éducation, voilà. Eh bien, quand tu as grandi, que tu n'es plus dans ce système parental, eh bien, c'est les religions après. La religion te dit ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, etc. Donc, ça va tout tomber, tout ça. Tout ça, ça va se défaire. Il faut tout laisser tomber. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, la religion. C'est mieux d'avoir la foi. C'est bien d'avoir la foi, c'est bien de croire en ça. Mais il ne faut pas attendre d'être extérieur. Il ne faut pas attendre. On peut avoir la foi sans être religieux, en réalité. Oui, non, mais on peut avoir la foi sans être religieux. C'est ça. Voilà, tout à fait. Oui, mais oui, tous ces dogmes-là, ils vont tomber, en fait. Et c'est ça qu'ils attendent. Je pense que s'il y a des stellaires qui nous observent, c'est ce qu'ils attendent. Ils attendent de se dire, est-ce que vous allez enfin comprendre, grandir, être des adultes responsables, d'accord ? On demande à être autonome, on demande à être indépendant, on demande de la liberté, etc. Mais quelque part, on est encore, on va dire, à attendre de se faire, de se faire prendre en charge. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas changer certaines choses dans leur existence parce qu'ils sont comme des enfants, ils ont peur, tout simplement. Il y a un moment, il faut sauter, il faut se lancer, il faut faire les choses. Il faut faire les choses. Il ne faut pas rester inactif. Il faut le vouloir aussi. Hein. Apprendre à réfléchir et à analyser les choses par soi-même simplement et pas être forcément pris par la main. Voilà, oui. Ouais, mais en fait, il y a juste un cap, ce qui me semble, hein, qu'il y a juste, en fait, il y a ce qu'on avait évoqué un petit peu dans les précédentes conférences, dans les afters, comme on dit. Il y a un cap de basculement, et en fait, c'est là où on est en fragilité, et c'est là où quelque part cette humanité, elle est en train d'essayer en fait sa mutation. Il y a un certain nombre de gens qui n'y entravent que dalle, pour dire les choses. Il y a un certain nombre de gens quand même qui n'y comprennent absolument rien, et qui de toute façon, je suis convaincue qu'ils vont disparaître de la Terre, ces gens-là. Je le sais. Enfin, encore une fois, quand je dis je le sais, je le sens vraiment, je le vois en fait. Et pour autant, il y a une humanité. En fait, c'est comme s'il y avait deux mondes qui s'affrontaient quelque part. Un monde qui est en train de s'effondrer et un autre qui est en train de s'élever en fait. On est vraiment à cette charnière-là. Et ce qui va s'effondrer, ben voilà, de toute façon, c'est tous ces dogmes qui vont tomber. Toutes ces réalités qu'on est en train de prendre en compte là, en train de se rendre compte que l'ensemble des gouvernants mondiaux nous mentent, qu'il y a tout un tas de choses qui vont émerger là en peu de mois. Donc ça va créer un tel revirement dans je veux dire,
dans le mental des gens qu'il y en a qui ne vont pas s'en remettre de ça. Et pour autant, c'est là où effectivement, on va avoir la capacité, pour ceux qui s'y sont déjà mis, c'est bien, et puis d'autres qui vont s'éveiller, donc ça va monter en puissance. En fait, moi, je vois les choses comme ça. C'est mon ressenti. Hein. C'est, encore une fois, ça engage que moi, mais c'est voilà, qu'il y a vraiment une émergence, et c'est là où je pense qu'on est. Quand je parlais tout à l'heure, j'étais un petit peu, je l'ai balancé un petit peu en ironie, un petit peu cette histoire d'expérience, mais quelque part, si on prend ça avec amour, justement, cette aventure humaine, elle est belle quelque part. Cette espèce de capacité résiliente que nous avons à cette échelle, c'est quelque chose qui est magnifique, en fait. Si on passe ce cap-là, il peut effectivement faire école, il me semble, parce qu'on est des arrivages différents. Enfin, sur la Terre, on est des peuples d'origines différentes. On n'est pas un seul peuple, en réalité. Enfin, c'est ma vision aussi. Hein. Donc, et arriver à se concilier quelque part et arriver à émerger d'une nouvelle humanité par rapport à toutes ces antériorités, c'est quelque chose on n'imagine pas la valeur que ça peut avoir en ricochet, en résonance par rapport à d'autres mondes. Ce n'est pas une question égotique, c'est une question d'amour justement universel. C'est quelque chose autant on peut faire du mal, je pense qu'on peut aussi émaner quelque chose de particulièrement puissant en termes d'amour. C'est ça il me semble, qui est regardé avec bienveillance. Entre autres, bon, je te parlerai à d'autres moments de rencontres pléiadiennes que j'ai faites, mais voilà, c'est ces peuples-là qui sont nos amis, en fait. Et c'est ces peuples-là qui connaissent quelque part et qui retrouvent chez nous ce qu'ils ont peut-être vécu il y a des milliards et des milliards d'années, peut-être. Voilà, on est à une phase émergente, et c'est là où, quelque part, c'est un petit peu comme un enfant qui apprend vraiment à s'individuer. Ben, il va peut-être à un moment donné avoir besoin de son parent, pas pour faire les choses à sa place, mais pour lui dire, mais voilà, que peut-être qu'il risque à un moment donné peut-être un petit peu être au bord de la chute, et peut-être que juste là, voilà, c'est juste ce moment-là où on va avoir besoin d'être soutenu. Et ça me semble être ce qui va vraiment se faire, parce que si on passe cette étape-là, l'humanité, on va s'ouvrir, on va de toute façon être en contact, et puis on l'est déjà, mais certains en sont conscients et d'autres absolument pas. Mais ça va se faire à une échelle, ça va être exponentiel en fait. Donc mais il y a de la résistance à mettre en place. Hein. On a beaucoup résisté, mais pas pour les bonnes choses. Et il y a vraiment, là, on est en guerre, en réalité, oui, une guerre de lumière, oui, c'est clair. Moi, je pourrais en parler toute la nuit, mais après, je suis fatiguée aussi. Moi, je ne pourrais pas tenir trop longtemps, parce que là, il va être déjà 1h du matin. Je pense que c'est peut-être le moment d'arrêter cette session. Fort intéressante dans les échanges. D'ailleurs, je vous en remercie d'avoir tenu jusqu'au… Il y en a qui nous ont quittés en chemin et je n'ai pas vu en fait. Là, je vois les messages chat. Donc, Greg nous a quittés. Bonne nuit, Greg. Fabien Pardot. Personne Alors, il y a eu des personnes, je ne sais pas, ce soir, Nathalie, Pierre, je ne sais pas, on ne les a pas entendus ni vus. Je ne sais pas s'ils sont là en fait. Donc, voilà, bon, j'espère que la soirée vous a plu. Et puis voilà. Oui. C'est passionnant. En tout cas, merci beaucoup pour cette intervention, cette réflexion surtout très philosophique et si importante à l'heure actuelle, puisqu'on est dans un raz-de-marée incroyable qui nous emmène on ne sait où, dans une interrogation de notre avenir. Mais en tout cas, merci beaucoup et au nom de tout. Alors merci merci à vous qui avez tenu aussi tard, et puis surtout on veut tous la même chose et on pense tous la même chose, tout simplement. Et je sais qu'on est un peu tous pareils à ce niveau-là. Donc, voilà, remercions-nous tous, en fait, d'être là ce soir. Merci à vous. On est en train de le créer. Ça fait un peu la secte, tu sais. Merci. Non, mais tu sais, je vais vous dire, pour les scientistes, on est des complotistes, des conspis, et on est des fous. Hein. Et vu que c'est moi qui ai eu le… Et vu que ce soir… Et vu que c'est moi qui ai eu le plus long temps de parole, je suis un gourou ce soir. Je suis le gourou. Non, mais la question, c'est quand Quand, gourou. Bon, elle est facile. En tout cas, merci pour ce que tu fais quand même, parce que ça permet, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, l'éveil des personnes, le fait de voir les reportages que tu as pu amener en fait sur différents sites ou autres. Ça permet d'ouvrir un peu les consciences et je pense que mais ça rejoint l'histoire du colibri. Hein.
Oui, Voilà. on se pose des petites questions, c'est le début. C'est ça, ça permet de se dire mince. On se pose des questions et on finit après. Voilà. Level 10, des conspis. level 10, ceux qui remettent en question leur monde, etc. quoi. Oh bah voilà, bah écoutez, merci à vous en tous les cas d'avoir participé au débat, de m'avoir écouté, puis d'avoir partagé aussi. Et, je vous dis à très bientôt. Bonne nuit. Joe, est-ce que ça va? Tu es encore là? Au mental? Au mental? Le mental? Je crois que tu avais dit en mental. Tu es là en mental. Le mental. Non, je suis en train de manger des cacahuètes. Ok, je crois que je vais aller manger aussi un truc, j'ai un peu faim. Bonne nuit, bonne soirée. Evelyne, préviens-moi quand ce sera en ligne que je puisse partager cette conférence. Pas de souci. Fais les petits cuts de temps en temps si tu vois que c'est trop long. Merci Evelyne. Et juste, pardon, c'est la fin, mais j'ai une idée là. Attendez, il y a Diane J'ai une petite minute, j'ai une idée là. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Damien, je voudrais rebondir sur, et puis il y a un lien avec ce que disait Dominique, sur peut-être que tout ce qui se passe là, pour faire une synthèse, c'est une préparation pour l'après. Et on sera tous en fonction de notre niveau de connaissance, de conscience spirituelle, etc., sur le bon plan, si je puis dire. Ça peut peut-être choquer, mais moi, je pense que c'est déjà le cas actuellement. Je m'explique. C'est-à-dire que moi, au quotidien, que ce soit dans ma vie personnelle et surtout professionnelle, je vois depuis, et je donne la date, non pas 2012, mais 2015, énormément de personnes avec leur capacité extrasensorielle développée. Et quand tout à l'heure, tu donnais l'exemple des poches poubelles, tu mets la poubelle dans la poubelle proprement, tu respectes la planète Terre, et en face, tu as quelqu'un qui va jeter le McDo par terre, et pour lui, c'est normal, il y a des éboueurs, qu'est-ce qu'on s'en fout. Ce niveau de conscience, de perception de la vie, du mode de vie comportemental différent, moi, c'est pas l'après, c'est déjà maintenant. C'est-à-dire que pour faire court, autour de moi, j'ai des gens, on va parler vulgairement du monde terrestre, matériel, égotique, égocentrique, 3D, manger, boire, assouvir les besoins primaires de l'humanité. Niveau 1 de la pyramide de Maslow, on va le dire. Voilà, mais j'ai aussi autour de moi, Dominique parlait des Pléiadiens, des personnes qui ont des capacités extrasensorielles hyper développées. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais clairvoyance, clairaudience, télépathie, voyage astro. Et j'en passe, que j'ai au cabinet tous les jours, contact avec des Pléiadiens, contact avec des défunts, contact avec d'autres plans de dimensions. Et là, on n'est plus dans le côté basique 3D. Et ces êtres humains-là qui m'entourent, dans la vie personnelle comme professionnelle, pour moi, sont déjà, au moment où on se parle, en 2020, incarnés sur la planète Terre, à des niveaux de conscience différents. C'est déjà le cas. Après, la question, c'est, quand tu disais les 50 prochaines années, c'est mon homme la vie et c'est subjectif, mais c'est déjà en cours, c'est maintenant, et surtout dans les 2 à 10 ans, on va dire, qu'est-ce qui va le plus se développer en termes justement de conscience, de niveau d'information, de niveau de spiritualité. Mais pour moi, actuellement, on a déjà les différents niveaux qui sont là et qui vivent ensemble sur la planète Terre. D'accord. Ouais. Ah oui, complètement. Oui, très bien, je confirme. Très bien, ok, pourquoi pas. Dominique, ce que tu disais, ça fait. Moi, je suis juste un peu déçu que c'est les meilleurs qui s'en vont maintenant. Moi, j'ai perdu. Non, il y a des gens j'ai une personne que j'apprécie beaucoup qui est partie récemment, qui nous a quittés. Et on se dit, mais pourquoi lui, quoi? Putain, c'était un bon gars, il était une belle âme, une personne vraiment sympa, bien à tous les niveaux et tout. Et on a des ordures qui s'accrochent à la vie, des mecs de 90 ans, tu sais, plein de pognon, des millionnaires, là, les Rockefeller, tout ça, ils veulent pas crever, ils veulent pas partir. Eux, ils vont avoir à vivre des choses qui vont pas être drôles, t'inquiète. Oui, je sais bien, mais bon, voilà, bon. Allez, je suis pas là, je suis personne pour dire qui mérite de vivre ou pas, de toute façon. Oui, mais ton ami, en l'occurrence, il y a des gens qui sont pas prêts à faire le basculement dans la chair. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont certes des âmes évoluées, mais qui ne sont pas prêts à faire le basculement dans la chair. C'est-à-dire que de faire le basculement tout en étant sur la terre. C'est pour ça qu'ils quittent en ce moment, parce que quelque part, ils aideront, mais d'une façon différente. Donc, ton ami, il n'est pas parti très loin en réalité. C'est une façon de participer aussi à l'équilibre, en fait. Mais il faut des appuis terrestres et il faut des appuis célestes. D'accord. Oui, ça rejoint un peu ce que je pense aussi. Ouais. Voilà, donc il y a des gens quelque part qui quittent corporellement, physiquement, pour pouvoir être des piliers de lumière. D'accord. Et
on devrait vite partir alors. C'est bientôt l'heure, non? Il y a ceux qui ont pris cette mission de créer les choses dans la Terre et ceux qui ont pris la mission de faire la connexion haut et bas entre les deux plans, en fait. Je vois de plus en plus, d'ailleurs, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais des piliers de lumière, j'en avais posté un sur Facebook récemment. Je le vois se manifester dans le ciel de plus en plus. Ce n'est pas des arcs-en-ciel en formation, non, ce sont vraiment des piliers de lumière. Je l'ai vu ça à 2 reprises, en plus sur la même direction, c'est marrant, hein, en allant me faire des randonnées de vélo là, pendant qu'on était en confinement. J'ai vu dans les mêmes... Ah bah bravo. Pas plus d'une heure, j'espère. Bravo. On faisait des randonnées pendant le confinement. Oui, mais dans la distance, voilà, enfin je faisais un peu plus de kilomètres quand même, mais pas loin. Pas loin, ouais. J'ai la chance d'avoir la nature tout proche en fait, et voilà, je me faisais des petites randos. Tu peux faire un circuit en fait, tu sais, faire des petites boucles et partir à pas trop de distance quand même. Mais 58 minutes le circuit. Pardon? Je dis 58 minutes le circuit, pas plus. Ouais, moi j'en avais rien à foutre. De toute façon, j'avais un crayon gomme, j'ai un stylo qui se gomme et je modifiais mes horaires. Et puis d'abord, je les emmerde. Pardon, là, ça c'est fait. J'ai pas le cerveau confiné, donc il peut me faire ce qu'il veut, ça ne marchera pas. Les implants psychiques, ça ne marche pas. Voilà. Mais c'est vrai que, certes, c'est ce que je préviens ça dans mes conférences, je le dis depuis des années, hein, qu'il va y avoir beaucoup de départs. Alors, il y a des gens qui sont tout simplement pas prêts du tout à passer l'étape suivante, parce que ça, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent absolument pas entendre au niveau de leur conscience. Et puis, il y a ceux qui sont entre les deux. Donc, je vois moi des gens qui étaient dans le basico-basique avant, je vois dans mes consultations, des gens qui commencent à se poser des questions, mais ça se développe vite, hein, ça se développe vite, et le confinement a beaucoup aidé à ça. Comme je disais, ce virus couronne, hein, c'est le chakra coronal, hein, donc c'est le maître quelque part ascensionnel, hein, c'est le maître ascensionnel. Donc voilà, mais pour autant, il y a effectivement ceux qui vont quitter la vie tout simplement parce qu'ils ne seront pas en mesure de supporter justement l'émergence de ce nouveau monde. Et il y a aussi ceux qui effectivement qui font le pont. Et ton ami, en l'occurrence, c'est ce que je sens comme ça, voilà, intuitivement, c'est qu'il fait un pont. Quelque part, voilà. Et il reste très connecté à toi. Hein. Donc voilà, donc sois à l'écoute des signes. Après, ce n'est pas une personne avec qui j'étais très, très, très proche, une personne que j'ai connue et que je regrette de ne pas avoir vue avant son départ. Voilà, bon, je vais présenter, mais oui, je sais. Enfin, il n'est pas loin. Enfin, finalement, il n'y a pas le temps et l'espace n'a pas les mêmes, est différent sur d'autres plans. Donc, on est proches les uns des autres, tous. Voilà, bon, ok. Oui, mais il y a des connexions parfois qui sont plus faciles pour certains au-delà du corps. Bon. Bah, écoutez, sur ces mots, sur cette conclusion, on va tous aller se coucher, hein, d'accord? Bonne nuit à tout le monde. Hein. Merci à tous, belle soirée, enfin belle nuit. Merci. Merci. Allez, bonsoir à tout le monde, ouais, à la prochaine.